et 3. Hello les dingos, les vrais, les faux, les beaux et les pas beaux. Édition spéciale ce soir avec un invité de marque, le chef Out. Et avant de passer aux questions, la chronique du dingo. Article 1 du règlement Hippodingo, je cite, le multicompte est interdit sur la même adresse IP, une seule écurie possible. Ça, tout le monde connaît, même Tib avec ses 22 écuries. Et pourtant, Arras des jeunes, Arras d'Angevin, de Royan, d'Urba, des retraites, Banque de France, j'en passe et des meilleurs, il y en a bien qui font ce qu'ils veulent sur ce jeu. Oui, mais voilà, difficile de porter plainte contre ce proprio, parce que derrière cette scandaleuse multipropriété se cache un joueur à plusieurs apparences. Tu peux tomber sur la tenaille, bien décidé à te faire comprendre qu'il ne lâchera rien qui puisse nuire à ses activités douteuses. Il y a aussi durcisseur qui, lui, te fera rapidement goûter aux bandes si tu n'as pas capté. Il te reste d'avoir la chance de tomber sur Out. C'est très difficile à dire Out. Lui est bien plus souple en apparence et surtout, si tu lui passes la brosse dans le sens du poil, capable de te lâcher des tips secrets sans même s'en rendre compte. Dans Hippo, il y a 1000 raisons pour ne pas saquer quelqu'un. Celui qui gagne trop de groupe 1, celui qui a trop de 10 dans ses box, celui qui fait de la lèche à celui-là, celui qui l'ouvre trop ou pas assez, etc., etc. La seule chose que tu ne pourras pas faire, c'est de virer Out. Car Out, c'est le dieu d'Hippo, c'est le divin homme d'argent capable de faire naître un 10 avec une poule de basse famille. Tu sais, la poule que tu as balancée dans les Arras quelques années plus tôt, dégoûtée des N4 ou N5, qu'elle te pondait à coups de saillie à 200K. Out, c'est celui qui te lance un débat d'avis pour une amélioration et qui finit ensuite par faire comme bon lui semble. À sa décharge, reconnaissons quand même que ces débats partent vite en cacahuète et il y a des professionnels pour ça. Alors, si la sagesse et la lucidité sont une seconde nature chez toi, tu as tôt fait de comprendre que tu n'as pas d'autre choix que de faire ta plus belle référence à ce Out. Sans quoi, il te faudra retourner jouer à tes petits chevaux en bois ou ouvrir une écurie virtuelle sur Sulky Gangbang. Après que le podium du dernier USA nous ait donné 3 chevaux élevés par des joueurs, bravo, et pendant qu'une chasse aux sorcières est en cours contre la secte, accueillons ce soir le vrai gourou d'Hippodingo, Laurent Tardif, Out, le chef. Bonsoir, chef. bonsoir à tous. C'était marrant ce que tu as dit. Ça m'a plu. Ok. Alors, des questions, j'en ai à l'appel. Je vais faire la première, la classique, et qu'on pose à tous les joueurs, et que tout le monde t'a posé, évidemment. Alors, pour ceux qui connaissent pas, et n'oublions pas qu'il y a des nouveaux qui vont te découvrir, la première, c'est comment as-tu utilisé... Alors, je recommence. Comment as-tu eu l'idée de créer Hippodingo, ou comment t'es venue l'idée de le créer? Ok, alors je vais essayer de pas faire trop long parce que l'histoire est quand même un peu longue. Mais Hippodingo, en fait, c'est né de base suite à mon arrivée sur le jeu qui s'appelait Trop Virtuel. Trop Virtuel en 2001, je crois, de mémoire. Et c'est un jeu auquel j'ai participé pendant 6 mois avant que la personne qui gérait ce jeu décide d'arrêter. En fait, ce jeu, c'était quoi? C'était un jeu qui était fait sur Excel. Simplement sur Excel. Donc, on avait des feuilles de calcul qu'on devait remplir avec nos ordres, nos engagements pour nos chevaux, et on envoyait ça au maître du jeu, au maître de cérémonie, qui d'ailleurs est toujours sur le jeu. Et en fait, comment dire, ces informations étaient traitées par le maître du jeu avec son tableur Excel, et ça renvoyait les résultats des courses, les résultats des entraînements, etc. Et en fait, ce jeu-là a disparu parce que la personne qui le gérait a décidé d'arrêter. C'est Saint-Vincent, pour ceux qui connaissent. D'accord. Et en fait, moi j'ai décidé de prendre la suite, c'est-à-dire que son jeu me plaisait tellement. Je lui ai demandé, est-ce que ça t'embête si je continue? Il m'a dit non, pas de problème. Du coup, j'ai refait un peu à ma sauce. Les calculs, tout ça, il m'a rien donné. C'est moi qui ai fait les calculs, tout ça. Et j'ai créé donc Hippodingo, mais la première version, une version Excel donc. De là, ce jeu-là existait pendant 3 ans, de 2003 à 2006, si ma mémoire est bonne. Sauf qu'au bout de 3 ans, à gérer une centaine d'écuries, tous les jours quasiment à recevoir des ordres en Excel, etc. J'en pouvais plus. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter, mais je leur ai fait une promesse. Je leur ai dit, écoutez, je me forme à la programmation.
Du coup, je vais créer ce jeu, mais sur Internet, ce qui fait que tout sera automatisé et j'aurai plus à faire des traitements de fou comme je faisais à cette époque. Du coup, ils m'ont tous dit, ok, bah garde nos coordonnées et quand tu auras lancé ton jeu, tu nous le dis. Et c'est comme ça qu'est né Hippodingo. J'ai travaillé pendant 2 ans et demi dessus. La bêta test est sortie en novembre ou décembre 2009 et le jeu officiel est sorti le 1er janvier 2010. Sans connaître réellement le monde des courses en plus. Alors, sans jamais connaître le monde des courses, moi j'étais plutôt un parieur. Et même au niveau programmation, si j'ai bien compris, t'es pas quelqu'un du sérail non plus. T'as pas fait les grandes écoles de la programmation et de l'informatique. Du tout, ça a toujours été une passion, mais jamais mon métier. C'est beau. Peut-être que la plupart des joueurs s'en rendent pas compte, mais le travail qui est fait dessus, je peux en parler un petit peu. Je t'arrive pas du tout aux chevilles et c'est quand même énorme que t'as eu le courage qu'il faut avoir pour devenir autodidacte là-dedans. Alors, de base, Hippodingo, c'était un jeu. Bon, je gagnais un peu d'argent avec, mais c'était un petit gagne-pain supplémentaire. Je comptais pas spécialement dessus, si tu veux, pour gagner de l'argent. Donc du coup, je le faisais sans pression d'esthétique. Pour ceux qui ont connu la version de 2010, c'était vraiment pas beau du tout. Hein c'était pas beau, c'était d'époque. Moi, quand j'ai découvert le jeu en 2015. On voyait que c'était du travail d'artisan, si tu veux, parce que moi je bidouillais déjà à l'époque, mais ça tenait largement la route, oui. Ah oui, bien sûr. Après, au niveau PHP, tout ça tenait la route. Mais si tu veux, moi je me suis formé en même temps que Hippodingo s'est développé. Alors il y a quelqu'un qui m'a fait un grand bien à ce niveau-là, c'est Herman, parce qu'il m'a appris énormément de choses sur la programmation professionnelle, puisqu'il a fait la refonte en 2013, et ça a été un déclic pour moi. C'est-à-dire qu'en 2013, je me suis dit ouais, il y a matière à faire quelque chose de quand même beaucoup mieux. Et du coup, j'ai appris sa façon de programmer en regardant son travail, hein, et du coup, je me suis développé peu à peu. J'ai développé peu à peu mes compétences de programmation à partir du travail de quelqu'un d'autre, du coup. Voilà. Mais tu t'es fâché avec Herman, non, me semble. Alors, je me suis fâché, mais pour des raisons qui sont tout autres que la programmation. Je me suis fâché sans me fâcher, mais si tu veux, c'est qu'à un moment donné, le problème des joueurs qui viennent t'aider sur le jeu en général, c'est que à un moment donné ou un autre, ces joueurs-là ont le sentiment qu'ils peuvent devenir les décideurs. Voilà, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais grosso modo, à un moment donné, il a commencé à vouloir mettre en place des choses sur lesquelles moi j'étais pas d'accord, parce que j'ai toujours mon orientation globale et ma vision des choses, et je veux pas en démordre, je veux pas en sortir, parce que c'est important quand tu es un directeur de boîte, de société, tu as ta vision à long terme, et quand tu vois cette vision à long terme, si on apporte des choses dans cette vision-là qui ne vont pas dans le bon sens, tu peux pas les mettre en place. Et tu peux pas non plus expliquer clairement à la personne que son idée va faire couler le jeu au bout de 3 ans, 4 ans, parce que ça va faire péricliter le jeu. Donc du coup, il voulait mettre des choses en place que je n'ai pas voulu mettre en place. Ça l'a vexé, et du coup, il est parti. Alors, voilà. Pour préciser, pour ceux qui connaissent pas, Herman, c'est l'écurie Triomphe, qui existe encore d'ailleurs, l'élevage de Brenne, notamment Dictat de Brenne, qui avait créé un jeu, lui. As-tu été voir son jeu? Oui, bien sûr, je me renseigne toujours sur la concurrence, donc j'étais allé voir. Son jeu avait l'air très complexe. Ouais, très complexe. Pour le coup, moi, c'est justement ça vers lequel je ne voulais pas tendre. C'est-à-dire que lui, il voulait complexifier énormément le jeu. Moi, j'ai toujours voulu que ce soit un jeu grand public, qui plaise aux gens qui s'y connaissent, mais qui reste accessible. Et c'est pas ce qu'il a fait. Et du coup, je sais pas où il en est aujourd'hui, mais je crois que son jeu, il l'a jamais lancé au final. Je crois, ouais. Il a lancé la bêta, mais il a pas continué. Après, je sais pas s'il le sortira un jour, hein. Mais toujours est-il que oui, son jeu pour moi m'apparaissait trop complexe. Après, ton jeu depuis quelques années, depuis que tu l'as repris, depuis que tu t'es mis à ton compte dessus, si on peut dire ça comme ça, il a quand même bien progressé. Tu disais que il faut qu'il soit tout public. Il est un peu moins, il est un peu plus difficile qu'il ne l'était il y a 6 ou 7 ans de ça, quoi, quand même. Oui. Ouais. Oui. Mais alors, il y a aussi une chose, c'est que j'ai aussi voulu fidéliser, garder en fait les anciens.
et leur redonner un coup de sang neuf. Parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'à un moment donné, bah, tu te lasses, quoi. Hein, tu joues toujours au même jeu pendant 10 ans. Il y en a certains, ils sont là depuis le début. Hein. Ils sont là depuis 2010. Donc, d'ailleurs, je leur passe un petit coucou à ces joueurs-là. J'ai encore eu il y a pas longtemps Charles de l'écurie Saint-Marcouf qui m'avait envoyé un petit message en me disant qu'il allait peut-être arrêter. Puis finalement, bah, il continue. Mais ça, il est là depuis les débuts, quoi. Et il a même connu la première version. Mais voilà, donc c'est des joueurs. Il faut leur apporter du nouveau, il faut leur apporter des choses qui permettent de continuer à garder un intérêt au jeu. Il y a ça, puis il y a aussi les événements de la vie qui font que moi je me suis retrouvé au chômage à 50 ans. Et que du coup bah, j'avais cette pépite entre les mains qui est Hippodingo, et donc je me suis dit bah il faut que j'en fasse mon travail, quoi, tout simplement. C'est ton banquier qui t'a dit que c'était une pépite, non? Ah, pas du tout, non. Ah non, je suis en froid avec mon banquier. Okay. Il me prend trop de frais. Es-tu capable de dire combien tu as de joueurs actuellement dans le jeu? Enfin, alors à la louche, hein, à la louche. Je surveille pas du tout ça, en fait. C'est-à-dire que moi j'ai énormément confiance au jeu. Alors j'ai mes indicateurs, hein, quand même, de temps en temps comme ça, je regarde. Mais je sais que c'est stable, ça reste toujours stable. Sur Hippodingo, ça a un petit peu baissé il y a un an ou deux, et puis c'est redevenu stable autour de 600, 700. Après c'est difficile à dire parce qu'il y a des joueurs qui se connectent pas souvent. Donc les stats sont différentes selon que tu choisis de regarder le nombre de joueurs qui se sont connectés dans la semaine ou le nombre de joueurs qui se sont connectés dans le mois. Mais il y en a, ils viennent juste pour entretenir leur écurie, ils sont trop joués et puis ils repartent, quoi. Donc c'est compliqué de dire combien il y a de joueurs exactement. Oui, parce que même pour nous, vu le fait qu'il y a sur Hippodingo France, il y a les doubles écuries, on peut pas. En plus. C'est plus. Alors, non, oui, en plus, tu as raison, il y a les doubles écuries. Oui. Ce que je ne comptabilise pas, moi. C'est-à-dire, pour moi, il y a 700 écuries inscrites, c'est 700 joueurs pour moi. Alors que c'est vrai que ça doit faire peut-être 400 joueurs. Voilà. Donc ça, c'est sur Hippodingo. Et sur Hipposuède, on doit être aux alentours de 150, si je ne m'abuse. Qui sont la plupart que des joueurs d'Hippodingo France. Qui sont la plupart que des joueurs d'Hippodingo France, oui, ça c'est clair. C'est clair. Pour certains qui ne font que Hipposuède d'ailleurs maintenant. Alors, tant qu'on est sur la Suède, parce que j'ai vu qu'il y avait eu des petites embrouilles là avec ta prochaine vente aux enchères, on me demande déjà à quand les traductions suédoises. Alors ça fait partie des choses que j'espérais pouvoir faire là en fin d'année, début d'année là, enfin voilà. Sauf que je suis toujours en retard, hein, comme d'habitude, vous me connaissez, je vais pas me refaire. J'essaye de toujours faire plein de choses. Donc j'ai le projet Hippogalo qui me prend beaucoup de temps. J'ai la gestion parce que vous vous rendez pas compte, je pense, mais la gestion et l'entretien d'Hippodingo et d'Hipposuède, ça prend énormément de temps. C'est moi qui me mets des barrières aussi, parce que je crée le programme, je le mets à jour chaque année, semaine par semaine. Ça me prend un temps fou. Je fais des améliorations, des petites corrections, des petites évolutions, ce qui fait que je me lance toujours dans des programmations qui étaient pas prévues. Et du coup, des choses qui sont programmées depuis un petit moment, des fois, je les laisse de côté parce qu'elles sont pas essentielles. Et voilà. Bon, de temps en temps, j'arrive quand même à trouver du temps pour le faire. Par contre, effectivement, la traduction suédoise. Alors là, maintenant qu'il y a Hippogalo qui se profile à l'horizon, je pense que je vais repousser encore la traduction en suédois pour après le lancement d'Hippogalo, pour pouvoir profiter de l'arrivée de joueurs sur Hippogalo pour refaire de la publicité pour Hipposuède et peut-être même en anglais et en suédois pour Hipposuède. Et comment tu vas gérer moi ça m'interpelle, c'est si tu as ce que je te souhaite, si tu as un afflux de joueurs suédois qui ne parlent que suédois, comment tu vas gérer les échanges sociaux et compagnie? Tu vas pas Google Translation au départ, et puis après peut-être que je vais devoir apprendre le suédois, on verra. Bon, enfin, j'y crois pas trop, hein. Honnêtement. Déjà le jeu, j'aurais pas dû l'appeler Hipposuède. Non, parce que en fait, en Suède, ça veut rien dire. Donc, si les joueurs suédois cherchent un jeu de trop, ils vont pas le trouver sur
sur le net avec un HypoSuede, quoi. Il aurait fallu l'appeler HypoSuedish, par exemple. Donc, il faudrait peut-être que je relance le jeu avec un autre nom ou un autre domaine pour la Suède. Il faudrait faire ce genre de choses. Mais bon, tout ça, ça prend du temps. J'ai pas le temps et voilà. Donc c'est pour ça que j'avance au gré de mon timing. J'essaye de rester dans le timing du jeu. La gestion pour moi, c'est primordial. C'est ce qui aujourd'hui j'ai fait énormément d'efforts là-dessus. C'est-à-dire que je suis à jour tout le temps sur le timing du jeu. J'essaye même de faire des petites animations, comme vous avez vu ces dernières semaines avec les grands prix, etc., où j'essaye de donner les historiques des grands prix, tout ça. Voilà, j'essaye de vraiment me mettre à jour en permanence sur la gestion et tout ce qui est développement derrière. Bon, bah, ça reste quand même quelque chose qui est secondaire. Je le lance quand j'ai terminé, et puis voilà, quoi. Je donne plus de planning là-dessus. Donc, transformer ton jeu en réel jeu vidéo, c'est une question qui m'a été posée. C'est pas dans l'ordre du jour, quoi. Ah non, pas du tout. Alors pour que ça arrive, il faudrait que je crée une société. Oui. C'est-à-dire que, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais admettons qu'HypoGalo, ça cartonne, que ce soit pas 1000, 2000, mais 15 000, 20 000, 30 000 joueurs qui viennent se connecter et qui s'inscrivent. Là, ça va faire un afflux financier qui me permettrait de créer une société et d'embaucher des programmeurs. Là, oui, dans ce cas-là, effectivement, le succès d'HypoGalo ferait que je pourrais lancer une société pour m'aider à développer et à créer une visualisation beaucoup plus importante de mes jeux. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est pas l'ordre du jour. Je t'ai souvent entendu dire pour Hypo France que tu voulais pas plus de 1000 joueurs. C'était dû à ta structure à la structure du jeu ou parce que là, si je te comprends bien, tu pourrais sur HypoGalo accueillir 20-30 000 joueurs? Non. Alors, non. Non. Non, pourquoi? Parce qu'en fait, je suis toujours dans le réalisme. Et ce qui fait que si je voulais 100 000 joueurs sur Hypo par exemple, il faudrait qu'il y ait un nombre de courses faramineux, un peu comme sur Sulkyland par exemple, où il y a des courses toutes les 5 minutes, je crois, à longueur de journée, mais voire peut-être moins. Je sais pas, ça fait longtemps que je ne peux pas aller me connecter là-dessus, mais il faudrait ça. Et on sort complètement du réalisme. Pour moi, le réalisme de notre jeu, c'est ça. C'est qu'on a un nombre limité d'écuries, on a un nombre limité chaque année de naissances. Et ça ressemble à la réalité, quoi. Qui augmente. Les naissances, qui augmentent. Qui augmente, mais qui augmente de façon contrôlée. Voilà. Et le développement est contrôlé. Là, on pourra encore se développer en créant une 7e journée. Oui. D'ailleurs, je vais lancer HypoGalo directement avec 7 jours. Il n'y aura pas de pause d'une demi-journée ou d'une journée pour faire les validations. Les validations se feront journalièrement pour les courses de 3 jours après. Ok. Vous voyez. Donc ça, c'est des idées qui pourront être réutilisées sur Hippodingo ensuite, et sur HypoSuede, bien sûr, pour créer peut-être des courses en continu sur 7 jours. Donc là, ça permettra peut-être de se dire, tiens, un jour, si ça montait à 1500 ou 2000 écuries, bah ça marchera quand même. Voilà. Pardon. C'est tout. Tant que je reste sur HypoSuede vite fait, il y a un joueur qui me demande pourquoi il n'y a pas de course à réclamer en Suède. C'est pas le programme. C'est pas dans le programme. Alors c'est ça, c'est exactement ça. C'est que je me suis tapé le programme, et d'ailleurs je suis en train de me retaper le programme de 2024 depuis le début de l'année. Je le rentre au fur et à mesure pour qu'il soit prêt à être complètement chamboulé au 1er janvier 2025. Donc j'anticipe déjà maintenant, et je me rends compte qu'il n'y a jamais de course réclamée. Ça n'existe pas, je pense, en Suède. Ou alors j'ai pas réussi à le traduire correctement, mais je ne vois pas où ça existe. Ok. Alors j'ai une grosse question, mais générale, et on va la détailler parce qu'en fait elle le suit avec elle est suivie de plein de demandes, on va appeler ça comme ça. Donc la grande question, c'est est-ce qu'il y aura des nouveautés pour les écuries pour 2024? Donc ça peut être un oui et un non. Ça va être oui, on va dire oui. C'est-à-dire la question c'est est-ce que j'ai fait est-ce que j'ai prévu des développements pour le futur, là, enfin futur proche, c'est ça, en gros. Oui. Alors, je vais répondre très honnêtement, je suis totalement consacré à HypoGalo.
Donc oui, il y aura forcément des développements au cours de l'année 2024 pour Hippodingo et Hipposuède. J'ai envie de dire plutôt des améliorations que des nouveautés. Mais pour l'instant, je les ai pas encore prévus parce que là, je suis consacré à lancer Hippogalo parce que le deadline pour moi là, ce serait avril. Donc c'est très prochain. Dans 3 mois, enfin même 2 mois maintenant, ça arrive très vite. Donc j'espère être prêt, mais c'est vraiment ma priorité des priorités. Là, sur Hippodingo et Hipposuède, au jour d'aujourd'hui, là, depuis 1 mois, je me consacre exclusivement à ces 2 jeux-là le matin. Le matin, je travaille sur ces 2 jeux-là, donc correction de bugs, gestion, réponse aux questions, suivi des animations, etc. Et donc j'ai très très peu de temps pour faire du développement. J'en fais un petit peu, parce qu'il y a toujours, et je le remercie pour ça parce qu'il me dynamise un petit peu mon travail. Je remercie PL pour ça parce qu'il est tout le temps en train de me remonter les choses qu'il faudrait que faire, améliorer, etc. Les choses qui m'ont été remontées. Notamment toi, tu avais fait des propositions d'affichage et j'ai dans ma liste de travail là, j'ai ça qui est noté à faire. Donc j'ai déjà des choses qui sont prévues. Mais c'est vrai que je travaille plus quand même en heure. En ce moment, je travaille plus sur Hippogalo. Serait-il possible d'avoir... Alors, je sais pas trop... Oui, alors... Serait-il possible d'avoir qu'une seule trésorerie pour gérer Hippodingo, Hippogalo et Hipposuède? Ça semble plus simple pour le joueur qui pose la question. Et il pense que ça pourrait augmenter le nombre de joueurs que d'investir sur 3 jeux. Une trésor pour 3 jeux, je pense pas que ça soit possible, techniquement. Alors techniquement, si c'est possible en fait. Je l'avais prévu. Je sais pas si vous avez fait partie. Enfin, si certains joueurs ont déjà entendu parler du projet que j'avais de jeu multisport. Ah oui. Mais j'avais décidé pour ce jeu-là justement multisport de créer une sorte de plateforme où on retrouverait tous les sports prévus dans le jeu. Voilà, donc il y avait le football, il y avait l'athlétisme, il y avait la natation, etc. Bref, c'est pas le sujet ici, mais pour vous expliquer que en fait, comment ça se serait passé, c'est que vous auriez créé un profil pour rentrer dans cet ensemble de jeux, et ensuite vous auriez pu choisir un ou plusieurs sports à jouer. Et du coup, il y aurait une trésorerie globale. Avec cette trésorerie globale, vous auriez pu envoyer de l'argent sur tel ou tel sport. Et récupérer même de l'argent de cette trésorerie sur votre trésorerie globale pour la retransférer ailleurs. Donc c'est possible, dans l'absolu c'est possible. Maintenant je connais les filous qu'il y a sur le jeu et qui vont passer leur temps à faire du tiens je prends l'argent d'un côté pour aller faire une offre de l'autre côté et hop l'offre elle est pas bonne alors je reprends l'argent puis je vais le retransférer. Ils vont faire, ça va être un sport national de transférer l'argent d'un côté et de l'autre pour pouvoir gérer sans avoir à développer leur trésorerie d'une manière indépendante sur chacun des jeux. Donc je suis pour et je suis contre en même temps. Voilà, faudrait trouver encore des garde-fous pour pouvoir le faire. Mais dans l'absolu, techniquement, c'est possible. C'est tout à fait possible. Et ce serait même plus simple d'avoir une plateforme générale pour se connecter aux 3 jeux et ensuite se dire tiens, je vais sur mon écurie de galop. Tiens, hop, je ressors, je vais sur mon écurie de trot, etc., etc. Ok, pourtant, il me semble que tu as des soucis entre les 2 jeux, au niveau des drivers, au niveau des casas qui ne s'affichent pas. Ouais, mais ça, c'est différent. Alors déjà, c'est dû à plusieurs choses, mais c'est dû notamment au décalage de calendrier que j'ai choisi de faire. Ah oui. Voilà. Alors j'avais fait ça, pourquoi? Parce que je me doutais que j'aurais une majorité de joueurs qui jouent aux 2 jeux. Et pour remplir le vendredi qui était libre, j'avais décidé de décaler le calendrier pour que ça coïncide pas et que du coup les joueurs aient toujours un intérêt à aller sur l'un ou sur l'autre des jeux parce que pendant que l'autre était un peu creux, il y avait l'autre qui était à plein. Voilà, c'était pour ça que j'avais décalé. Mais au final, ce décalage de calendrier me pose beaucoup de problèmes et c'est ce qui empêche du coup de faire du driver d'un côté ou de l'autre du coup. Donc ça pourrait être un truc que tu pourrais remettre d'aplomb, c'est-à-dire mettre les 2 jeux. Oui. Non, mais je le vois autrement que ça. Je vois que le calendrier, il faudrait le faire sur 7 jours et il faudrait faire la validation des courses comme je vais le faire sur Hippogalo.
C'est-à-dire que 3 jours avant, c'est la course qui va se dérouler, enfin, c'est la réunion qui va se dérouler 3 jours après qui se valide. Tu vois, ce qui fait qu'en fait, il y aurait, et les entraînements, c'est tous les jours sur Hippogalo. Tu peux la programmer à l'avance, hein. Tu peux te dire, tiens, ma programmation pour les 7 jours ou les 15 jours à venir, ça va être ça, en entraînement. Donc, t'as pas besoin de revenir tous les jours pour faire ton entraînement. C'est pas ça que je suis en train de dire, hein. Mais par contre, l'entraînement va se valider, et un entraînement qui va se valider chaque jour. Oui. Donc du coup, il n'y a plus d'incidence de calendrier qui fait que, par exemple, tiens, ah bah là, j'ai raté mon engagement, bah du coup le Canter, je vais pas pouvoir le faire, etc. Parce que je suis en Suède et qu'en France j'ai été annulé. Enfin, voilà, ce que j'entends tous les jours, hein, d'ailleurs. Donc ça va être des choses qui vont être corrigées du coup. Donc c'est quelque chose que tu vas monter sur Hippogalo et Hippogalo laboratoire, tu vas le faire après sur Hippodingo. Exactement. Ok. Il y a beaucoup de choses comme ça. Beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses qui sont créées pour Hippogalo qui vont venir aider Hippo-Suède et Hippodingo à l'avenir. Et peut-être même dès 2024. Hein. Est-ce qu'on verra un jour l'usure des pieds? Alors, je crois que l'usure des pieds avait été lancée et travaillée par Herman, justement. Ouais, alors honnêtement, non. Non, pourquoi? Parce que j'ai réfléchi beaucoup sur ce sujet-là. Alors déjà d'une part, ce que Herman m'avait créé, je vais être très très sincère, je n'ai rien compris. J'ai décortiqué dans tous les sens sa programmation sur ce truc-là. J'ai rien compris à ce qu'il voulait faire. Mais vraiment, hein, je fais pas de langue de bois, c'est incompréhensible. Donc du coup, ça me plaisait pas parce que moi j'aime la simplicité. Et en plus de ça, je trouve que dans le jeu, il y a déjà cette entre guillemets cette usure qui est prévue, puisque quand on le défère des 4, bah on perd beaucoup plus de forme, on perd du mental, etc. Donc il faut du temps pour récupérer ça que on n'a pas besoin d'avoir quand on fait du prudent, par exemple. C'est pas du tout la même chose, quoi. C'est pas du tout la même chose. C'est sûr. Ouais, mais pour moi, ça symbolise la même chose. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que on pourrait très bien avoir une vraie usure avec des chevaux qui n'ont pas les pieds qui s'usent, d'autres moins, d'autres plus, et un rajout de gestion en plus. Parce que ouais, là, mais je pense qu'il va y avoir un effet secondaire, c'est que en fait les chevaux qui n'ont pas besoin de déférer, bah ils vont devenir encore plus forts et meilleurs que les chevaux qui sont obligatoirement déférés pour pouvoir avoir un résultat, et que du coup bah ils vont avoir l'usure des pieds qui vont faire que il faut qu'ils remontent ça, et pendant ce temps-là les autres ils vont continuer à cartonner. Tu vois, donc il y a ça aussi, il faut faire attention aussi à pas déséquilibrer avec ce genre de choses, l'équilibre mathématique en fait du jeu. Donc l'usure des pieds, même si on te travaille au corps, c'est non pour l'instant. Faudrait vraiment me trouver l'idée du siècle, hein, parce que franchement, tout ce qu'on m'a toujours présenté, ça m'a pas plu. Ok. Voilà. L'impact différent sur tes ferrets antérieurs et postérieurs, l'allègement de ferrure, plaquage. Oui, alors ça peut être une amélioration. Essayer de donner des rôles différents aux deux déferrages, par exemple, le déferrage des postérieurs et des antérieurs. Effectivement, on peut peut-être penser à apporter comment dire, une amélioration différente dans le jeu selon que tu choisis ça ou ça. C'est à réfléchir. Ça fait partie des dossiers qu'on peut travailler pour l'avenir. Moi, ça me dérange pas. En tout cas, en discuter. Comme tu disais dans ton commentaire, on en discute et puis après je décide. Serait-il possible de pénaliser, alors il y a un joueur qui ne doit pas être très content, serait-il possible de pénaliser un peu plus ceux qui courent? Alors c'est un peu en rapport avec justement, peut-être indirectement avec l'usure des pieds, un peu plus ceux qui courent tout le temps à fond des 4, déférer des 4 pour ceux qui même lorsqu'ils gagnent, parce que se faire battre à plate couture par des N5 qui ne font que ça toute l'année, c'est plus que lassant. Voilà, alors je reviens un peu sur l'usure des pieds, c'est que alors à titre perso, moi qui suis pas un joueur offensif en course, bah là j'ai changé de casquette, et là, j'attaque et je vois que il y a pas vraiment de pénalité de courir à fond des 4 tout le temps, quoi. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Je pense que la longévité d'un cheval qui est tout le temps déféré des 4 et qui court à fond tout le temps est moindre dans le jeu. Je pense qu'il se crame un peu plus et un peu plus rapidement, voire beaucoup plus rapidement qu'un cheval qui est bien géré, quoi. Ça pour moi, ça touche la liberté
de faire comme on a envie. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, si je suivais les joueurs, notamment des joueurs qui me diraient, voilà, tiens, le Dev D4, faut l'interdire ou faut le pénaliser beaucoup plus. Bah, en fait, à un moment donné, ça va entraîner quoi? Ça va entraîner que tout le monde va courir en normal et tout le monde va courir en ferré et tout le monde va courir de la même façon et en fait, il y aura plus d'ordre et de choix d'ordre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais bon, en fait, moi, si tu me donnes la possibilité de courir à fond des 4 comme les autres, je vais faire que ça, même si je vais courir moins souvent évidemment, par rapport à la perte de forme mentale. Mais je reviens au même truc. Si j'avais l'usure des pieds qui me calmerait un peu, ça ferait l'affaire, quoi. C'est-à-dire que si j'avais sur mes 5 dadas, j'en avais 3 qui supportaient moins qui avaient une usure des pieds beaucoup plus importante, ben, j'irais moins au à fond des 4. Ça me semble logique. Oui. Alors après, moi, je veux bien faire un truc dans ce genre-là, ça me dérange pas. Sauf que on va revenir aux artifices où il y en a qui se plaignent que tel cheval, il a pas d'artifice, ou il en a un, mais un minime, et du coup, il est pénalisé. Ça reviendra au même, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si le cheval il est très fragile au niveau du Dev D4. Et ben si c'est un crack, on va me dire ouais mais il est nul parce que dit nana, et puis du coup je suis pénalisé, je pourrais jamais gagner le prix d'Amérique parce que mais bon après il faut écouter parce que pour ceux qui suivent les courses, Guy Deripré il peut pas déférer, il se démerde quand même. Enfin voilà, il faut des fois voilà bon. Voilà. Mais dans l'absolu, je reste toujours ouvert à ce genre de choses. Ce que tu dis là, ça a du sens aussi. C'est juste qu'il faut toujours penser, quand on fait un développement, c'est qu'il faut penser aux conséquences sur d'autres choses. Il y a des fois où j'ai fait un lancement de choses comme ça pour vous faire plaisir, et en fait, je me suis rendu compte après que j'avais fait une connerie. C'est-à-dire que j'ai lancé ça, puis en fait, ça a déréglé ça. Et donc après, il faut trouver un patch pour pouvoir corriger ça et régler ça, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que je suis très frileux à toucher l'équilibre du jeu. Et ça fait partie de l'équilibre. Tu vois, toucher au Dev D4 et vous touchez à fond. Alors, j'ai un joueur qui dit je dois rien comprendre à ces histoires de paliers. Alors palier, on va y revenir, on va expliquer ce que c'est. Je fais des entraînements à 6 et lorsque mes dadas en prennent un, c'est pour le perdre juste derrière. Quand je vois des N5 à 350K, je me pose des questions, le chef doit bien avoir des réponses. Alors, j'ai pas trop pigé. Il parle de l'entraînement à 6, c'est ça? Ouais. Entraînement à 6. Alors c'est le pur hasard, c'est-à-dire s'il a fait un entraînement à 6 qui se prend un point et puis que la semaine d'après il prend un -1 en faisant un entraînement normal, c'est du pur hasard. Et puis il faut savoir aussi que ça, pour s'en rassurer, il a qu'à se faire une statistique sur l'année, en notant chaque semaine ce que font la plupart des joueurs d'ailleurs, en notant chaque semaine les résultats de son entraînement et comparer aux statistiques, parce que vous les avez sur le forum, sur les entraînements, et pour voir que votre cheval il reste dans les statistiques malgré tout, quoi. Plus ou moins selon la chance qu'on a. Il y a des fois, un cheval il va se développer de 5 ou 6 points de plus sur l'année qu'un autre, et puis c'est comme ça, c'est des statistiques. Alors, sur les deux questions-là, il est question des N5, donc j'imagine que on doit parler des chevaux qui sortent de Tehara, ce qu'on a balancé, ce que les joueurs vont chercher dans Tehara, le hara angevin notamment. Est-ce que tu peux expliquer, parce qu'en fait, il fut une époque où on avait le F5, pour les anciens qui connaissent, qui allaient chercher... à coup de F5, à coup de rafraîchissement de page là. Maintenant, il existe moyen d'aller se chercher des bons chevaux, des chevaux en fait que tu as retapés. Est-ce que tu peux expliquer aux joueurs, notamment aux nouveaux, ce qu'est un cheval retapé, quoi? Alors, déjà, il faut savoir que tous les chevaux des haras ne sont pas retapés. Oui. D'accord. Alors par contre, j'aurais aimé avoir cette question-là un petit peu avant, parce que j'aurais pu aller revérifier tous les critères, parce qu'il y en a quelques-uns quand même. Tous ne sont pas systématiquement retapés en fait quand je clôture une écurie, parce que c'est quand je clôture une écurie qu'un cheval est retapé, et uniquement à ce moment-là.
Ça se passe comment? C'est-à-dire que je lance mon script qui détecte toutes les écuries qui sont inactives depuis plus de 60 jours. Dans cette liste-là, je vérifie quand même qu'il n'y ait pas d'erreur, parce que on sait jamais. Hein, je vais pas clôturer un compte par erreur. L'écurie de débat elle passe en inactive, tiens c'est bizarre, tu vois, alors que je sais que tu es actif, donc je vérifie quand même comme ça vite fait, je regarde s'il n'y a pas des écuries que je vois passer souvent dans les chats, etc. Et si c'est pas le cas, je valide la clôture de leur compte. Comment ça se passe? Le programme va aller chercher l'ensemble des chevaux de son écurie et va faire le tri. Il y a des chevaux qui vont aller directement à la retraite quand ils ont moins de genre je sais plus je vais dire une bêtise là, hein, moins de 50 moins de niveau 5 en réel, et qu'ils ont plus de 6 ans par exemple. C'est des bêtises hein, que je vais vous dire. Ah, je pourrais vous le redire, je pourrais vous refaire un post si vous voulez là-dessus avec toutes les règles de validation. Ces chevaux-là, ils sont mis à la retraite. Par contre, les chevaux qui ont moins de 5 ans, qui ont plus de niveau 5 ou de niveau 6, on va comparer leur niveau affiché. Donc, si c'est un niveau 7, par exemple, avec le niveau réel. Donc, le niveau réel, c'est le niveau qui calcule le prix du cheval. Donc, un niveau 7 affiché qui a un niveau 6 réel, il va être retapé d'un niveau. Donc, on va lui rajouter 10 points par critère. Il a perdu ce niveau parce qu'il a été mal entraîné, exactement. Ça fait 60 jours qu'il est resté sans activité. Il n'a pas eu de canter, il n'a pas eu peut-être de bons entraînements. Et du coup, son niveau a baissé. Tu le remets à son niveau en fait. Oui, voilà. D'ailleurs, moi, j'ai souvent été voir des chevaux qui ont été retapés. Et en fait, vous pouvez le constater vous-même hein, sur le graphique mensuel. Vous voyez que le cheval progressait. Et à un moment donné, pof, il progresse plus comme qu'il progressait avant. Et le retapage fait que, hop, il remonte au niveau qu'il aurait dû avoir s'il avait continué à être entraîné. Et du coup, le retapage est plutôt bien fait pour ça. Voilà. Graphique mensuel si tu as un VIP. Graphique mensuel si tu prends un VIP, bien entendu. Mais il y a quand même beaucoup de joueurs qui prennent des VIP, ne serait-ce qu'un VIP 1 pour de temps en temps, je sais pas. Et puis après, ils balancent sur VIP 3 pour revenir au VIP 1. Enfin, vous savez bien magouiller ça. J'arrive pas, j'ai pas encore compris ce truc-là. Et tu leur fais faire des canters systématiques. Et automatiques, oui, je fais automatiquement des canters. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a des fois vous achetez alors des canters simples. Alors que je dise pas de bêtises, je crois en France c'est des canters simples et en Suède c'est des canters chrono. En France il n'y a pas de limite de canters, en Suède il y a des limites de canters. Ok. C'est-à-dire qu'en Suède, c'est limité au même nombre de canters que vous. En France, par contre, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter, par exemple, un cheval en fin d'année qui va être à 40 canters. Je dis n'importe quoi. Et du coup, il est à moins 4 ou moins 5 canters réalisables. Ils sont boostés, en fait, les dadas. Ils ont été un peu boostés, on va dire. Mais boostés sans l'aide, puisque c'est des canters normaux. Donc, c'est pas non plus des canters chrono. Et les canters chrono, tu les fais sur 2007, j'imagine. Tu t'emmerdes pas à mettre celui-là à 2100. Ouais, je les fais tous sur 2000, je crois. À 2000. Non, 2000 ou 2007, je sais pas. 2007. Hein. Ouais, ça serait à vérifier ça quand même, mais je pense que c'est 2007 ou intermédiaire. Il y a quand même beaucoup de nouveaux joueurs qui connaissent pas ce truc d'aller. Il y a quand même pas mal de bons petits chevaux pour débuter là dans tes haras, le mot haras, et qui connaissent pas en fait. Alors en fait, quand je fais des ventes d'inactifs, faut savoir que je communique à chaque fois sur le Discord pour dire voilà, attention là, je viens de faire une vente d'inactifs. Et du coup, vous retrouvez tous les chevaux qui viennent des haras à ce moment-là sur les ventes. C'est des chevaux qui viennent d'être mis en vente d'inactifs. Donc si ce sont des chevaux de moins de 5 ans, ils sont, en tout cas, ils correspondent à leur niveau. Et de toute façon, vous le voyez avec le prix. Hein. Oui. Bon, je suis pas là pour vous donner un cours d'Hipponingo, mais c'est le prix qui détermine le niveau, en fait. Et l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que le niveau réel du cheval détermine le prix. Donc,
fiez-vous au prix. Si vous voyez un N10 qui vaut 1000, c'est pas un N10. Et pourquoi tu ferais pas des petits packs là pour le tout nouveau qui arrive, avec justement en piochant, en prenant là-dedans même, il n'y a pas besoin de lui donner des N8, des trucs comme ça. Rien qu'avec ces petits chevaux là, même s'il les crame, il la prend avec. Les packs avec des chevaux qui existent déjà dans les haras. Oui, ceux que les joueurs habitués vont se chercher, parce qu'en fait, c'est pas le petit nouveau qui va au haras angevin se chercher des chevaux et il prend n'importe quoi. Enfin, les 3/4 du temps des nouveaux joueurs, ils ont 200K de trésor et ils vont acheter des chevaux à 1000K, quoi, parce qu'ils pensent faire des affaires, ou des chevaux qui ont 450 000 de gains, parce qu'ils pensent que peut-être qu'ils vont avoir dans leur trésor 450 000 euros, quoi. Ouais, alors après il faudrait y réfléchir, mais le problème des packs, c'est que quand j'avais créé les packs, ça a créé un phénomène de création de multicomptes. C'est-à-dire que tu as beaucoup de joueurs qui ont créé des multicomptes pour pouvoir acheter le fameux pack avec une chance de toper à l'époque, je crois qu'on pouvait toper un N9 ou N10, 1 sur 50 ou sur 100 packs, je crois. Je sais plus, j'ai plus les stats, mais grosso modo, en fait, ils créaient plein d'écuries pour pouvoir s'acheter le pack et avoir la chance d'avoir un N9 et un N10. Quand ils avaient la chance de tomber sur ça, ça devenait leur écurie principale. Voilà. Donc il y en a qui ont fait ce genre de choses. Donc encore une fois, c'est des bonnes idées, les packs, tout ça, c'est bien. Mais vous avez le don de me trouver à chaque fois des idées de filouterie pour pouvoir en bénéficier, quoi. Oui, enfin, c'est comme ça qu'on avance. Enfin, c'est comme ça que tu avances aussi. Justement, c'est par les bêtises des autres que tu les répares. Mais du coup, vous m'obligez à être vachement plus inventif pour à chaque fois que je crée quelque chose, quoi. Mais bon. On passe au paragraphe location. Pourrons-nous avoir un jour la possibilité, alors ça j'ai souvent entendu parler, de louer ou d'avoir des chevaux en location, d'installer un système de location dans le jeu, mettre un actif chez un autre entraîneur. On me parle aussi de syndication plus officielle des étalons du jeu. Alors moi, là-dessus, je suis pas trop calé. Achat de parts aux enchères ou de joueurs ou à joueurs, enfin visible sur la fiche. Le système de location qui je crois, va être fait sur Hippogalo. Exactement. Ça va être possible de placer un cheval chez un autre entraîneur, donc d'être propriétaire et de ne pas être l'entraîneur déjà. Donc ça, c'est une nouveauté qui peut être intéressante aussi à voir ensuite sur le trot. Même s'il y a des choses qui vont être un peu différentes sur Hippogalo, parce qu'on pourra pas driver. On pourra pas monter par exemple ces chevaux, parce que au galop la plupart, sauf quelques cracks qui ont aussi des écuries parce qu'ils ont gagné beaucoup d'argent, donc ils se sont payés leurs écuries, mais il y a très peu de jockeys qui ont des écuries en fait. Donc c'est pas voilà. Mais comparativement, oui, si on doit reprendre une idée d'Hippogalo, ce sera de pouvoir acheter un cheval ou mais alors la location non, c'est pas vraiment de la location, mais tu pourras acheter un cheval et puis ne pas l'entraîner toi-même et utiliser un entraîneur agréé, validé. Alors ça, j'en parlerai quand je lancerai le jeu, mais il y aura des systèmes de validation pour pouvoir devenir entraîneur pour d'autres chevaux que les siens. Pourquoi location? Parce qu'à cause des idées de propriétaires et éleveurs là sur Hippo. T'es limité avec ça aussi, non? Sur oui, exactement. Je suis limité. Il y a beaucoup de choses qui sont limitantes liées au problème de triche. C'est ça. Par rapport à la réalité, je parle. Si on pouvait, il y aurait pas de limite de prix, par exemple. On pourrait faire un marché totalement libre. Sauf que il y aurait des joueurs qui profiteraient pour pouvoir récupérer les 200 000 d'une écurie fictive et les transférer via la vente d'un cheval pourri à 200 000. Donc c'est compliqué de mettre la réalité totale dans un jeu. On a déjà assez de soucis avec les crédits libres. On y reviendra. Oui, mais alors du coup, le crédit, en fait, c'est une manière de pouvoir dépénaliser les prix sans pour autant pénaliser le jeu, parce qu'en fait, les crédits sont pas offerts, contrairement aux euros. Les euros, les 200 000 euros dont je parle quand je dis vous créez une écurie puis vous achetez un cheval, ça, ces 200 000 là,
sont offerts. Donc, vous pouvez très bien les utiliser pour gonfler virtuellement vos écuries. Si vous créez des multicomptes oui. Et que vous êtes intelligent et que vous arrivez à bien m'avoir avec ça. Voilà. Si vous passez hors des radars. Donc, alors que les crédits, au moins, c'est quelque chose que vous avez acheté. Donc après, vous en faites ce que vous voulez. Vous voyez, ils en font ce qu'ils veulent. Ceux qui en mettent et qui les gardent. C'est pas pareil. Exactement. Ouais. Exactement. Pourquoi n'y a-t-il plus de conditions dans les ventes aux enchères, ce qui permettait à ceux qui n'ont pas les moyens réels ou n'ayant pas envie d'avoir une grosse écurie d'espérer un cheval virtuel de qualité? Conditions dans les ventes aux enchères. Oui, alors en fait, je pense que, enfin, tu participes pas souvent, toi, aux ventes aux enchères, si? Ah oui, sur les Twitch et compagnie. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, avant, il y avait, et puis même sur le forum, hein, même avant, quand je faisais sur le forum, je mettais des conditions. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que les conditions, la plupart du temps, quand il y avait une condition, le cheval, il finissait par être vendu aux conditions normales parce qu'il y avait personne qui répondait aux conditions qui étaient mises. C'est-à-dire que je disais, tiens, pour les écuries qui ont moins de 20 chevaux, et personne n'enchérissait. Donc, du coup, j'ouvrais l'enchère à chaque fois. Donc, à un moment donné, j'ai dit, bon, ça va, quoi, je vais pas mettre des conditions, je laisse la vente ouverte à tout le monde, et puis voilà, quoi. Hein. Après, ça se passe très bien quand même, malgré tout, parce que quand on voit les ventes, on se rend compte qu'il y a des chevaux qui ont été achetés avec des prix très, très intéressants. Et que c'est des écuries qui sont plus modestes qui ont réussi à les avoir. Hein. Donc il faut pas non plus se dire que parce qu'il y a plus de conditions, on peut pas acheter des bons chevaux. Hein. C'est pas vrai ça. Hein. Moi je regarde regardez les résultats des dernières ventes, il y a plein de chevaux qui sont partis à des prix genre 50 000, 60 000 et c'était des très bons chevaux. Oui, enfin, on n'a peut-être pas la même vision des choses, chef, parce que... Moi, oui, bon, 50 000, ça reste peut-être cher, je sais pas. Non, mais je veux dire, quand je vois les résultats des ventes, il y a quand même des prix exorbitants, quoi. Alors, tout dépend si on parle en France ou en Suède. Parce qu'en France, ça flambe beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'écuries qui ont des grosses trésoreries. Donc c'est forcément, ça flambe. En Suède, je reviens sur la Suède, là, j'ai trouvé que tu avais été un peu dur, là, sur le forum avec... la vente à crédit qui devait se faire, là. Oui, la vente à crédit qui devait se faire. Je t'ai vu prononcer des mots en disant à des joueurs que leur cheval ne valait rien, quoi. Oui, alors je m'en excuse. J'ai été un peu loin, c'est vrai. Sauf que j'étais déjà fatigué parce que j'étais malade, ce qui n'excuse rien. Hein, mais c'est surtout que en fait, c'est souvent. Et ça, ces messages-là, moi, ont tendance à me hérisser le poil et à m'énerver. C'est quand on commence par m'attaquer directement en disant « Ouais, il y a du favoritisme. Pourquoi mes chevaux n'ont pas été sélectionnés et pourquoi lui, il en a 3 ?» C'est du favoritisme, c'est comme d'habitude, c'est ci, c'est ça. Quand je lis ce genre de message, à chaque fois, ça me fait hérisser, ça me fait bondir. Et c'est pour ça que je réponds très négativement et que tout de suite, j'ai dit j'ai regardé déjà parce que voilà. Parce que moi, je fais pas le tri en fonction des écuries, je fais le tri en fonction des chevaux, je leur attribue des points. Je leur attribue des points pour le BTR qui est caché, je leur attribue des points pour l'ITR qui est caché, je leur attribue des points pour l'IR quand c'est des poules, je leur attribue des points négatifs quand c'est un hongre, parce que les hongres se vendent très mal en Suède, je leur attribue des points négatifs quand le prix est trop cher et des points positifs quand ils mettent à un crédit. Donc voilà, tout ça fait un ensemble. Et après, quand je regarde les points, l'écurie qui m'a proposé que des chevaux qui sont en dessous des autres, je le prends pas. Je vais pas sélectionner un cheval, genre c'était Bélanger, je crois, qui me proposait un cheval classé plus de 595e, un mâle 595e en Suède pour 50 crédits, mais personne n'en veut. Oui, mais je suis désolé, à un moment donné, soyons réalistes, quoi. Et là, on parle même pas du BTR qui est caché, là, on parle juste d'un mâle qui est 500 plus, et qu'on me propose à 50 crédits. Oui, à un moment donné, il faut prendre conscience que les joueurs ne vont pas acheter 50 crédits un cheval comme ça. Ça se vend 0 crédit, ça. C'est les chevaux qui se vendent à la valeur affichée, point. Chef, je prends la défense de personne. Hein. Oui. T'es pas censé non plus dire que le cheval est classé 501, c'est une donnée confidentielle. Sauf si le joueur lui-même annonce son cheval
classer. Mais pourquoi je l'ai fait? Parce que j'étais, comme je l'ai dit, énervé par les propos de la personne, de cette même personne, qui disait que je favorisais certaines écuries au détriment d'autres. Alors que c'est faux. Donc du coup, j'ai voulu lui faire comprendre que tu veux jouer avec moi? Eh ben tu vas jouer. Et tu vas avoir la réponse que tu voulais pas avoir. Et du coup, j'ai fait une réponse qui était un peu cinglante. Et effectivement, j'ai sorti une donnée qui était confidentielle. Mais je me suis dit, après tout, tu veux jouer? Eh ben, tu vas comprendre pourquoi j'ai pas sélectionné ton cheval. J'aurais pu très bien le faire en MP, hein. J'aurais pu très bien lui écrire en MP. Mais lui aussi pouvait m'écrire en MP à un moment donné. M'envoyer un message en MP en me disant bonjour chef, je suis désolé de t'embêter, mais je réponds à tout le monde, hein. Toutes les personnes qui m'écrivent, elles peuvent témoigner. Je réponds toujours systématiquement à tout le monde. Je perds beaucoup de temps parfois à répondre et à faire comment on appelle ça, de l'éducation en fait, avec des personnes qui n'ont pas compris pourquoi ci, pourquoi ça. Je leur explique gentiment. Lui, il m'aurait écrit en MP en me disant je comprends pas pourquoi mes chevaux n'ont pas été sélectionnés. Je lui aurais dit la même chose, mais gentiment, en lui disant bah écoute, parce que 50 crédits pour un cheval qui est 500 plus, ça le fait pas. Ça le fait pas parce que là, tu vas pas le vendre. Ça sert à rien que je perde du temps à essayer de vendre un cheval comme ça, il va pas partir. Même à un crédit, il partira pas. Donc il n'est pas sélectionné. Et il y avait des chevaux qui étaient bien meilleurs à sélectionner, quoi. Et alors oui, il y a le titre Starcar qui a 4 chevaux à la vente. Pourquoi? Parce qu'il les a tous mis à un crédit et que c'est tous des chevaux de qualité. Donc je suis désolé, à un moment donné, ou alors je limite à un cheval par écurie, mais dans ce cas-là, il va y avoir des tocards de chevaux qui vont pas être vendus, hein. Ça servira plus à rien, ce genre de vente. Mais après, on peut aussi comprendre que ce soit aussi, c'est un peu aussi, comment dire, un retour de manivelle. L'instauration des crédits, ça se propage aussi en Suède, c'est-à-dire que en Suède aussi ils veulent aller au crédit. Est-ce que ça, le crédit quand même, aujourd'hui, il est important dans le jeu. Ah, c'est clair, mais c'est une valeur marchande très importante. Sauf que il faut aussi prendre conscience, et ça, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas cette conscience-là, que c'est une monnaie et une vraie monnaie. Et cette monnaie-là, en fait, a une valeur. Et du coup, c'est l'offre et la demande qui priment en priorité quand il y a une monnaie, une vraie monnaie. Et en fait, ce genre de chevaux qu'on me propose à la vente, s'ils ont aucune valeur, il faut que les joueurs arrivent à prendre conscience de quels chevaux ont de la valeur et de quels chevaux n'ont pas de valeur. Moi, je ne peux pas faire d'éducation là-dessus, mais je peux pas non plus cautionner. Quand on me propose, je sais plus, c'était Princesse Gold, je crois, sans vouloir citer personne, hein, mais ce cheval-là, on me le propose à 1500 crédits. Ben, je suis désolé, mais quand je vois le BTR de ce cheval-là, je n'ai pas cité le BTR, j'ai pas dit quel BTR il avait, j'ai juste dit que le BTR n'était pas en adéquation avec le prix, à 1500 crédits. Ben oui, je vais pas, moi, devenir voleur en arnaquant un acheteur qui va mettre 1500 crédits. 1500 crédits, c'est quand même 150 €. Hein. Moi, je vais pas me faire complice d'une arnaque, hein, je suis désolé. Donc, moi, je ne sélectionne que des chevaux qui sont en corrélation avec le prix qui a été proposé par le joueur et qui correspond à la qualité du cheval. Donc les joueurs, quand ils achètent après s'ils veulent monter les enchères, ça c'est leur problème. Ils vont monter les enchères, ils vont mettre à 1000 ou 1500 un cheval qui était parti à un crédit. Ça c'est leur problème, c'est parce que eux estiment que ce cheval vaut ce prix-là. Mais c'est pas moi qui vais vendre le cheval à 1500 crédits, quoi. Alors qu'il vaut que 1 ou 10 crédits, quoi. Oui, mais en France, t'as pas mis non plus de barrière sur la. Il y a pas d'échelle de valeur avec les crédits. On peut vendre. Non, c'est l'offre et la demande qui fait cette. Mais quand moi je fais une vente aux enchères avec crédit, je deviens complice des vendeurs. Ah, oui. Je deviens complice des vendeurs. Donc j'ai intérêt moi à être honnête sur ce que je vends. Donc je ne peux pas accepter de vendre un cheval à 1500 crédits quand je sais qu'il vaut que 10 crédits. Tu vois ce que je veux dire? À l'inverse, il m'aurait dit tiens ce cheval-là je le mets à un crédit. Ah, très bien, il serait vendu 1500 crédits parce qu'il aurait fait une bonne pub dessus, etc. Peu importe, c'est lui qui l'a fait la pub, c'est pas moi. Moi, le cheval, je l'ai mis à un crédit, il est monté à 1500, bah, c'est que l'acheteur, il avait envie de mettre 1500, point. Mais c'est pas moi qui l'impose à 1500 crédits. Et c'est pas moi qui fais du leurre, entre guillemets, parce que le cheval, je l'ai accepté dans cette vente-là. Les joueurs, ils vont se dire, bah, si Laurent l'a accepté à 1500, c'est qu'il vaut 1500. Ben moi je veux que les joueurs continuent à se dire si Laurent il l'a mis à 2000, il l'a laissé à 2000 et qu'il l'a accepté dans la vente, et ben c'est que le cheval il a cette valeur là. Tu vois?
Et quand on m'a dit hier, je crois sur ces Valdruc, il me disait ouais, il vaut pas 2800. Là, je crois qu'il y en a un, il vaut 2800 sur la vente. Hein. Quand je regarde vite fait, la vente, j'en ai gardé un qui est vendu 2800. C'est ça, c'est l'Overshermer. Je suis désolé. Non, je l'ai pas gardé, pardon. Au contraire, l'Overshermer, justement, je l'ai pas accepté parce qu'il avait mis à 2800. Et en fin de compte, quand j'ai regardé la qualité, c'était pas ça. Par contre, j'ai gardé un cheval à 2000 crédits dans la vente. C'est Joyce Epona. Eh ben, posez-vous la question de savoir pourquoi je l'ai gardé à 2000 crédits. Voilà. Il y en a qui m'a dit, ouais, mais ça vaut pas 2000 crédits malgré tout. Bah, regardez bien en détail, voyez ce que ça vaut réellement. Voilà. Et si vous voulez pas l'acheter à 2000, après, ça, c'est un autre problème. Moi, je m'en fous. Mais je sais que les 2000 crédits, c'est pas usurpé. Je l'ai gardé dans ma vente parce que je sais que ce cheval-là a cette valeur-là. Et qui peut se vendre à ce prix-là. Sinon, je ne le prendrais pas à ce prix-là. Tout comme celui que j'ai gardé à 1000, tout comme celui que j'ai gardé à 500, etc. Les seuls qui ont des grosses valeurs dans la vente que j'ai gardé à cette valeur-là, c'est des chevaux qui je sais qui ont cette valeur-là. Donc à ce moment-là, tu pourrais partir sur une base, que ce soit France et Suède, je sais pas, je dis 3 chiffres à la con, 50, 100 et 150 crédits de départ qui correspondraient à une valeur de départ, enfin une réelle valeur de départ, plutôt que ce qui n'empêche pas quelqu'un de partir à un crédit. Ouais, mais dans ce cas-là, il faudrait mettre un garde-fou. C'est-à-dire que on pourra même partir à un crédit, pourquoi pas. Moi, c'est dans l'absolu. Mais dans ce cas-là, il faut que il y ait un prix de réserve. Affiché ou pas, hein, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que le joueur met un prix de réserve, mais ça revient au même en fin de compte. Mais je peux pas non plus imposer à un joueur de me vendre un Joyce Epona. Lui, il sait que ce cheval-là va valoir 2000. Je peux pas lui imposer de le vendre à un crédit. Et qu'au final, le cheval, il parte à 150 crédits. Le joueur, il va pas accepter, quoi. Il va pas être content. Et dans ce cas-là, ils vont plus me mettre de chevaux en vente. Oui, mais peut-être que... Là, c'est compliqué, en fait, parce que il faut toujours satisfaire... Moi, j'essaie de satisfaire au maximum le vendeur, mais je sélectionne pour que l'acheteur soit satisfait. Mais donc, c'est compliqué. Faut trouver un équilibre. Au final, les grosses enchères se font qu'entre une poignée de joueurs, hein, ceux qui... même pas forcément ceux qui ont de la trésor, ceux qui ont de la carte bleue, pour être honnête. Oui, non, mais en fait, et puis ce qui est marrant, c'est qu'on se rend compte que c'est jamais les mêmes, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur une vente, la dernière fois, c'était Johan. Il y a des ventes, ça a été, comment il s'appelait, Astrum. Il y a eu aussi beaucoup d'âmes qui mettaient à un moment donné beaucoup sur les ventes. Pendant plusieurs ventes d'ailleurs, il y a 3 ou 4 ans. C'est jamais les mêmes joueurs en fait. Il y a des joueurs qui arrivent comme ça, puis qui ont la trésorerie, qui montent une écurie rapidement, qui ont envie d'aller plus vite. Ça c'est leur choix, mais oui. c'est jamais les mêmes. Mais du coup ils se concurrencent un petit peu tous plus ou moins parce qu'il y en a toujours 2 ou 3 à chaque fois sur chaque vente. Moi j'ai envie de dire c'est un bénéfice pour les autres joueurs aussi quand c'est des ventes à crédit comme ça. C'est surtout un bénéfice pour toi, c'est parce que au fur et à mesure. Oui et non parce que ça fait que 30. La tentation s'agrandit chez les autres, c'est-à-dire que peut-être que toi tu le vois pas dans ta position, mais on désespère de pouvoir choper des bons chevaux justement par les ventes parce que tu peux pas concurrencer les gars qui peuvent mettre 3 ou 4 000 balles, 4 000 crédits dans un cheval. Donc il y a un fossé j'ai l'impression, hein, je suis le porte-parole de personne, j'ai quand même l'impression qu'il y a un fossé qui se creuse et que tu le vois pas forcément. Alors moi j'ai pas vraiment ce sentiment-là. Déjà pourquoi ? Parce que j'organise quand même des choses, notamment une fois par an, hein, le calendrier de l'Avent, qui permet quand même à des joueurs qui ont des écuries modestes de pouvoir récupérer des top chevaux sans avoir à sortir le portefeuille. Donc il suffit d'avoir fait une bonne année que les choses soient claires. Déjà, quand il y a les seules ventes qui sont à crédit, finalement, quand on regarde, c'est ces ventes-là. C'est des ventes où les joueurs choisissent tel cheval et je vais le vendre à crédit, etc. Ou des ventes qui se font en direct dans le jeu. Mais autrement, tout ce qu'on a comme vente, comme les ventes de yearling, tout ça, c'est pas des ventes à crédit, c'est des ventes en euros. Et ça, tout le monde est capable de gagner
2 ou 3 ou 4 millions sur une année d'euros. Non, et je vais vous donner. Si, regarde combien Angélique gagne sur les paris. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais dans le jeu, je veux dire, dans le jeu, oui, tu es capable, si tu es assidu, si tu participes, de gagner des crédits avec tous les jeux qu'il y a, de gagner beaucoup d'euros avec les paris, et du coup de monter une écurie sans avoir à mettre un centime. Demande à Tib. Tib, qui est un spécialiste de ça, Tib, il a monté une écurie sans mettre un seul centime. Donc, c'est tout à fait possible. Donc, faut arrêter de me dire tout le temps, ouais, les crédits, si, les crédits, ça. Les crédits, on en gagne. Les crédits, on peut en gagner quand on fait les pronostics et de façon assez importante quand même. Si on gagne chaque mois, tous les 3 mois, à chaque fois, ça finit par chiffrer. Il y a plein de concours, plein de machins, les marbles, les trucs et tout pour en gagner. Les euros, on peut en gagner beaucoup, et il y a beaucoup de ventes qui se font que en euros. Donc tout ça, c'est les ventes de poules, par exemple, là qu'il va y avoir au mois de février, c'est en euros, c'est pas en crédit. Et ça, si tu as monté ton écurie en euros en faisant les paris comme Angélique le fait, eh ben Angélique à chaque vente elle participe et Angélique elle récupère des lots à chaque fois. Et pourtant elle a pas mis forcément des crédits pour pouvoir avoir ces euros là. Tu vois? Alors après, j'ai pas regardé, elle a peut-être mis des crédits, hein. Je dis pas qu'elle met pas de crédit, mais je vois qu'elle participe beaucoup au prono. Et du coup, un joueur qui est assidu au prono, eh ben, il va pouvoir gagner beaucoup et pouvoir éviter de mettre la main au portefeuille. Donc, il suffit d'être motivé, en fait, c'est tout. Ok. Tu vois? Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Oui. C'est pour ça que dans le jeu, j'aurais pas créé, si tu veux, ces possibilités de gagner de l'argent virtuel. Je dirais pas. Je dirais oui, effectivement, c'est abusé. Ça veut dire que c'est plus un pay to win, c'est un jeu payant, tout simplement. Mais non, c'est effectivement un pay to win dans le sens où si tu veux vraiment être dans les premiers, oui, je pense que sans sortir la carte bleue, c'est compliqué. Par contre, si tu veux jouer et te faire plaisir et avoir une bonne écurie, tu peux très bien le faire sans mettre un seul centime, juste en participant à tous les challenges et les jeux qui sont proposés dans le jeu, quoi. Okay. Donc je pense qu'il est assez bien équilibré à ce niveau-là, quoi, parce qu'on peut quand même gagner pas mal. Si tu le dis, chef. Chef, on a dépassé mon chrono. Hein, on va faire je suis désolé, je suis trop bavard. Non, mais c'est pas grave, on fait une petite pause, on reprend à la foulée. Hein, c'est juste moi qui dois cliquer sur le bouton, donc envoyez la pub.